Bonjour, c'est le 14e épisode de notre actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, tout d'abord, une victoire sur le front de la lutte contre l'A69, l'autoroute Toulouse-Castres. Vous l'avez peut-être entendu, vous savez, il y avait des militants des écureuils donc installés dans les arbres sur le site dit de la Crème-Arbre, c'est à côté de Seyss, dans le Tarn, sur un site en fait qui normalement était protégé par le droit de l'environnement et dans lequel il était interdit de défricher ou d'abattre des arbres avant le mois de septembre prochain, parce qu'il y a des espèces protégées qui y vivent. Or, la préfecture avait décrété que cette zone était déclassifiée. On ne sait pas sur quelle base. Nous, on avait demandé, notamment avec ma collègue Karen Hérodi, à voir les documents qui montraient cette déclassification. On n'a jamais rien eu. Et en tout cas, les travaux avaient repris sur cette zone. Il y a eu des arbres abattus, du défrichage démarré, etc., etc. Donc, grâce à la mobilisation en fait donc des écureuils dans les arbres, ça a stoppé ces travaux. S'en sont suivis 39 jours de siège en fait, où les écureuils en plus étaient empêchés d'être ravitaillés. Vous l'avez peut-être entendu, mais même pendant un moment donné, ils n'avaient même pas d'eau. À la fin, ils y avaient accès régulièrement, mais pendant une période, ce n'était pas le cas. Impossible de leur apporter de la nourriture. J'ai moi-même essayé jeudi dernier, alors qu'ils étaient encore dans les arbres, sans succès. La préfecture bloquait complètement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a même le rapporteur spécial de l'ONU qui s'occupe de la protection de l'environnement, monsieur Michel Forst, qui est venu sur place et qui a ensuite fait un rapport attestant du fait que les droits humains fondamentaux donc des militants n'étaient absolument pas respectés sur la Crème-Arbre. Donc c'est vraiment une honte en fait ce qui se passe en France, faut le dire. On ne respecte même pas le droit international. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se termine par une victoire. Ils ont tenu bon et en fait ils ont même repéré des mésanges bleus qui ont démarré leur nidification. Les mésanges bleus étant une espèce protégée et du coup il y a eu un dépôt de plainte et l'OFB leur a donné raison et a dit qu'effectivement cet espace était protégé et qu'on ne pouvait pas abattre des arbres ni défricher avant septembre prochain. Donc énorme victoire, les militants donc, ont pu descendre des arbres dimanche dernier, mais il faut voir à quel point en fait ça montre que ces gens en fait se fichent du droit environnemental, s'assoient dessus, eux qui n'arrêtent pas, tous les promoteurs de l'autoroute, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut respecter l'état de droit parce qu'en gros on est sur une décision qui a été validée donc par des élus locaux, mais en fait ils s'assoient dessus dès qu'ils en ont la moindre occasion. Là ils ont essayé de contourner le droit de l'environnement et donc heureusement l'OFB vient de leur donner tort. Alerte cependant, on apprenait hier qu'il y avait à nouveau des engins de construction sur le site alors que le préfet avait dit qu'il n'y aurait plus donc de destruction à cet endroit-là. Et on les soupçonne d'être en train d'essayer d'abîmer les racines des arbres, ce qui fait que ils pourraient tomber tout seuls. Bref, encore une fois, ils essaient par tous les moyens de passer en force. C'est juste absolument insupportable au mépris donc du vivant, vous l'aurez compris. Je précise également que lors de la descente des écureuils dimanche dernier, il y a une journaliste de France 3 qui a été jetée à terre par des gendarmes qui étaient là. Donc une grande violence et vraiment une négation en fait de la liberté d'expression, de la liberté de la presse dans ce pays qui est absolument scandaleuse. Donc là encore, on voit que la préfecture du Tarn dans ce dossier n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour passer en force avec ce projet destructeur. En attendant, il y a quand même une victoire, il faut s'appuyer dessus pour la suite. Vous le savez, il y a toujours une commission d'enquête qui est en cours à l'Assemblée nationale, à laquelle je participe. Et surtout, il y a des dates à noter dans vos agendas. Le 20 et 21 avril, il y aura un week-end d'action à Toulouse et aux alentours contre la 69. Et puis, week-end du 8 et 9 juin, il y aura aussi un grand week-end d'action contre la 69. Cette semaine, c'est aussi le triste anniversaire, en quelque sorte, de la mobilisation de Sainte-Soline, donc contre les méga-bassines, et surtout de la répression qui a eu lieu donc, en face. Vous vous souvenez certainement, c'était plus de 5000 grenades tirées, ça veut dire une toutes les 2 secondes, c'est complètement faramineux, plus de 200 blessés, des milliers de personnes traumatisées. J'y étais avec de nombreux collègues députés de la France Insoumise, et c'était un moment en fait, où on a vraiment franchi un cap en matière de répression, notamment des militants défenseurs du vivant. C'était complètement inédit, un dispositif policier de gendarmerie hallucinant et complètement disproportionné face à la situation, face à des gens qui en fait se battaient pour le droit à l'eau, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez qu'il s'agissait d'une méga bassine. Ce sont vous savez, ces retenues d'eau qui en fait pompent dans les nappes phréatiques pour alimenter ensuite des immenses exploitations, notamment céréalières, céréales qui derrière vont nourrir des animaux dans des fermes-usines, dans des élevages intensifs. Enfin, tout ça ne tient plus en fait. C'est vraiment en quelque sorte le symbole d'un
d'un modèle agricole qui nous envoie dans le mur et qu'on ne peut plus soutenir, parce qu'en réalité, on va assécher les nappes phréatiques si on continue dans cette direction. L'Espagne, par exemple, qui avait mis en place des méga-bassines, en revient maintenant parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça aggrave la situation. Et non, nous, ce gouvernement continue à soutenir ce type de projet, et donc au prix d'une répression sans précédent. À l'époque, ça avait même fait réagir à l'international. Moi, j'avais pu, par exemple, interpeller la défenseure des droits au Conseil de l'Europe, qui avait confirmé qu'il y avait un problème avec l'utilisation de certaines armes par les forces de l'ordre, et une difficulté, enfin une menace en fait envers la liberté d'expression, la liberté de manifester en fait tout simplement dans notre pays. Bref, il y a un excellent documentaire qui vient d'être sorti, qui est en ligne, qui est tourné par Off Investigation, qui s'appelle donc Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, qui a justement énormément de témoignages. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Et puis ce week-end, notamment dimanche à Melle, donc le lieu où il avait eu lieu la manifestation, il va y avoir toute une journée justement de mobilisation et de témoignages, etc. pour reparler de ce moment qui vraiment, je le rappelle, a été à mon sens un tournant. C'était le moment aussi où M. Darmanin a commencé à parler d'écoterrorisme, etc., etc. Bref, voilà, suivez bien toutes ces batailles-là. De toute façon, c'est pas fini. Vous savez, nous, on avait aussi porté, lors de notre niche parlementaire, par la voix notamment de Clémence Guettet, une proposition de moratoire sur les méga-bassines. Encore une fois, ce sont des projets qu'on ne peut plus soutenir. Il faut continuer à se mobiliser contre ces monstres destructeurs. Alors, vous l'avez peut-être vu aussi cette semaine, Total Energy a fêté son anniversaire en grande pompe au château de Versailles. Rien que ça. Bon, faut dire qu'ils ont des choses à fêter, hein. Ils ont distribué cette année 18,4 milliards d'euros en dividendes à leurs actionnaires. C'est un nouveau record, des records. On n'en finit plus d'engranger des records chez Total Energy, alors que c'est le premier pollueur de France. Vous savez qu'il est responsable de projets destructeurs partout sur la planète. Par exemple, il y a un projet d'oléoduc en Ouganda. Bref, malgré tout, ça fonctionne très bien pour eux, mais ils ont pris un revers cette semaine, et ça c'est très important aussi, une victoire importante de l'ONG Greenpeace, parce qu'en fait, le Total Energy avait intenté une procédure judiciaire contre eux pour diffusion d'informations fausses et trompeuses concernant en fait la sous-estimation de leur empreinte carbone. Donc c'est ce que disait l'ONG Greenpeace. Et donc ils ont essayé de les faire condamner pour ça, et ils ont perdu en justice. Et ça c'est une grosse victoire. C'est très important parce qu'en fait, ce qu'a tenté de faire là Total Energy, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus d'une manière générale à l'international en fait. C'est que les multinationales intentent comme ça des procédures, on appelle ça des procédures bâillons, envers par exemple des ONG, des lanceurs d'alerte. Le but étant évidemment de les faire taire, parce que vous imaginez bien que ce sont des énormes machines avec des armées d'avocats, etc., et qui ont un fric fou. Donc pour eux, se lancer dans une procédure judiciaire, ça leur coûte pas grand-chose, alors qu'en face, évidemment, c'est énorme pour l'ONG ou le lanceur d'alerte qui est concerné. Et donc c'est un process qui se développe de plus en plus parce que ça permet comme ça d'essayer de faire taire les gens. Et donc c'est très important de voir que là, la justice a donné raison à Greenpeace et non pas à Total. Bon, et je veux passer ici un appel à mobilisation sur la question de la sûreté nucléaire. Je vous en ai déjà parlé. Il y a un texte donc qui est passé à l'Assemblée nationale, un projet donc du gouvernement. Enfin, en vrai, c'est une idée de Macron, hein, mais du coup, ils suivent tous, qui consiste à complètement à détruire notre système de sûreté nucléaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'idée, c'est de faire fusionner l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Je vous explique, paniquez pas. En fait, l'IRSN, c'est des scientifiques, des ingénieurs qui normalement produisent des avis donc scientifiques sur la question de la sûreté nucléaire. En toute transparence, leurs avis sont publics, etc., etc. Et en face, vous avez donc l'ASN qui, elle, prend des décisions. On l'appelle des fois le gendarme du nucléaire. C'est-à-dire que c'est cette agence qui va décider, par exemple, qu'il faut fermer un réacteur pendant telle période pour faire tels travaux, etc., sur la base, justement, des avis scientifiques. Ok ? Bon, sauf que l'agence, l'ASN, elle tient compte aussi d'autres contingences, par exemple des objectifs économiques, des considérations industrielles, voire politiques. Ok ? Savoir combien ça nous coûte d'arrêter ce réacteur, est-ce que vraiment on le fait ? Enfin, vous voyez, voilà. Or, en faisant fusionner tout ça, forcément, l'avis, l'expertise scientifique va se retrouver sous la coupe
du décideur, de la décision, et ça veut dire que en fait la décision, on va favoriser en fait des contingences justement économiques, politiques et autres, comme je le disais, sur un avis scientifique. En plus de ça, dans le texte, il est dit que les avis scientifiques maintenant seront rendus publics au moment où la décision est prise. Vous voyez l'ampleur du truc. Donc c'est vraiment quelque chose de grave qui est en train de se produire. Pour le coup, les salariés de l'IRSN, de l'ASN et même du comité de l'énergie atomique, qui sont tous concernés par cette réforme, sont tous opposés à cette réforme, et notamment parce que on nuit à notre système de sûreté nucléaire, alors qu'en plus le gouvernement fonce tête baissée en ce moment dans une relance nucléaire dont on ne maîtrise même pas tous les aspects en termes d'ingénierie. Là, par exemple, on nous parle de PR2, on ne maîtrise pas encore l'ingénierie, il faut le savoir, mais bon, bref, c'est pas grave, on fonce. Donc en plus, dans ce contexte, mettre à mal toute l'organisation qui existe aujourd'hui, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, et puis faut dire les choses, on prend un risque pour toute la population, et même au-delà, puisque vous savez qu'en cas d'accident nucléaire, ça dépasse les frontières. Bref, ce qui se passe est grave, et lors du passage du texte et du vote la semaine dernière, coup de théâtre, en fait, il a failli pas passer. Ça s'est joué à 2 voix, et ça montre que, y compris chez les pro-nucléaires, les gens qui souhaitent cette relance du nucléaire, il y a un paquet de gens qui se rendent compte que tout ça, c'est peut-être pas une très bonne idée, et que ça va nuire justement d'ailleurs à la relance, en tout cas qu'on prend un risque sur le plan de la sûreté nucléaire et qu'ils sont pas prêts à l'accepter. C'est pour ça qu'il a manqué des voix dans les rangs de la majorité, dans les rangs des Républicains par exemple, et donc ça c'est très important pour la suite, parce qu'en fait là ce qui se passe, c'est que le texte va passer en CMP, la commission mixte paritaire, je vais y arriver. C'est le moment en fait où on réunit quelques députés avec quelques sénateurs qui discutent entre eux pour essayer de trouver une version commune du texte. Moi je vais y participer et représenter la France Insoumise dans le cadre de cette commission mixte paritaire avec mon collègue Maxime Lenné. Ça sera le 3 avril prochain, et ensuite si cette commission se met d'accord sur une version commune, elle sera votée donc en hémicycle, à la fois au Sénat mais aussi à l'Assemblée nationale, le 9 avril prochain. Donc c'est pas encore joué cette histoire-là, et je vous appelle à mobilisation, parce qu'il faut contacter les députés, notamment ceux qui semblent douter, et qui ont raison de douter, pour leur dire que là il y a un risque majeur avec ce texte, et qu'il faut absolument voter contre, à minima s'abstenir s'ils sont selon leur nuance politique, mais en tout cas qu'il faut absolument faire en sorte que ce texte ne passe pas le 9 avril prochain. Je compte sur vous. Alors attention, texte à suivre la semaine prochaine en hémicycle lors de la niche de nos collègues les Verts. Notre collègue Nicolas Thierry porte une proposition de loi pour l'interdiction des PFAS. Alors de quoi on parle ? Les PFAS, ce sont ce qu'on appelle des fois les polluants éternels. Vous savez, ce sont des milliers de composés chimiques qui en fait ne se détruisent pas naturellement. C'est pour ça qu'on les appelle donc les polluants éternels. En plus, ils s'accumulent dans les organismes, et ce sont des perturbateurs endocriniens. On sait qu'il y a un effet sur la fertilité, sur l'immunité, ça produit aussi des cancers. Enfin, c'est vraiment un scandale sanitaire. Ça fait longtemps en fait qu'on est monté au créneau sur ce sujet, notamment avec mon collègue Gabriel Amar. Vous nous avez souvent entendu défendre justement un moratoire, l'interdiction des PFAS, essayer de faire quelque chose pour qu'on avance, parce que le gouvernement reste bloqué, ne veut surtout pas mettre de normes contraignantes envers les industriels qui produisent donc ces composés chimiques, et c'est gravissime parce qu'en fait ils sont partout. En fait, ce sont des composés qui ont une propriété notamment imperméable. Et vous vous souvenez peut-être des téflons, les poils Tefal. Vous avez sûrement entendu vos parents, grands-parents vous dire oh là, faut pas utiliser ces poils-là. Mais c'est à cause de ça. En fait, c'est ce type de composé qu'il y a dans ces poils, qui donc a une propriété anti-adhésive et qui en fait est extrêmement toxique. Mais en réalité, il y en a dans plein d'autres produits, y compris des textiles, justement, des perlants, etc., etc. Bref, ils sont partout et ça a des conséquences sanitaires extrêmement graves. Vous l'avez entendu. En France, il y avait une étude l'année dernière qui avait été publiée par Le Monde, qui montrait qu'il y avait 900 sites pollués en France, dont 108 qui étaient considérés comme des hotspots, c'est-à-dire des endroits où la pollution est tellement importante qu'elle est dangereuse pour la santé humaine. Et en réalité, on sait que ces données, elles sont complètement sous-estimées. Il y a un énorme retard en France, et bref, il est urgent d'agir sur la question. Donc là, ce texte, il va arriver jeudi prochain en hémicycle. Alors malheureusement, donc la proposition initiale de notre collègue Nicolas Thierry visait à une interdiction beaucoup plus large, notamment des PFAS, de tous par exemple les emballages alimentaires qui contiennent des PFAS. Ça, c'est assez colossal. Le texte a été réduit dans sa portée lors de son passage en commission du développement durable cette semaine. Il est aussi un peu plus délayé dans le temps aussi. Et là, en l'occurrence, par exemple, on s'attaque plus qu'aux ustensiles de cuisine, mais
aussi au textile, etc. Donc ça reste, enfin, il a été réduit dans sa portée, mais ça reste quand même, si jamais il était adopté, une victoire, parce que comme je vous le disais, nous ça fait des lustres qu'on entend les macronistes nous dire qu'il est urgent d'attendre en fait en ce qui concerne les PFAS, il faut faire des études pour vérifier s'ils sont bien tous dangereux ou pas, etc. Bref, si on arrive à avancer là-dessus, ce sera déjà quand même un pied dans la porte, j'ai envie de dire, et une victoire extrêmement importante. Donc on va être très mobilisés dans l'hémicycle, notamment avec mon collègue Gabriel Amar, avec qui je suis chef de file sur ce texte, mais avec l'ensemble de nos collègues. Et n'hésitez pas à vous informer sur ce sujet, à le faire connaître, parce que c'est un véritable problème de santé environnementale, mais aussi de santé humaine, contre lequel il faut absolument agir au plus vite. Voilà, fin de ce 14e numéro. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à faire suivre à vos amis, à vos familles, à vos proches. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.